Pépinieux, qui a en tête depuis un moment d'organiser une série d'événements destinés à un large public pour réfléchir et agir ensemble sur la question de notre rapport à la nature. C'est comme ça qu'est née la première édition des ateliers de paysage. Depuis début novembre, nous sommes intervenus dans différents lieux du Loir et nous sommes ce soir très honorés d'être accueillis à l'École supérieure des journalistes. La semaine dernière, nous étions au Jardin écologique des Lys pour 9 jours des plantations citoyennes. Ce fut un franc succès et nous tenons à remercier à ces propos nos partenaires qui ont permis la plantation d'arbres et arbustes sur 2,5 hectares du jardin. Merci donc à la métropole européenne des Lys, à la ville de Lille, à la mairie du quartier du Vieux-Lille, aux fondations La Nature et Nature Découverte, à la Bûche des Renards et à la mission locale. Merci également aux nombreux participants des plantations citoyennes qui sont venus pour l'occasion des très loin, Luxembourg, Italie, Pologne, Roumanie, Atlas, Marseille et bien évidemment Lille et la métropole. Merci aussi aux 200 étudiants et jeunes réfugiés qui nous ont permis en amont de préparer les terrains pour les plantations en seulement 2 jours. Cette diversité humaine ayant participé aux ateliers a permis d'illustrer une fois de plus la grande transdisciplinarité du paysage. Ce soir, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Merci aux invités de cette table ronde qui nous honorent de leur présence et qui nous partageront leur vision du faire société avec la nature. Un grand merci à Denis Chessou, un pionnier dans ces domaines, journaliste sur France Inter, présentateur de l'émission CO2 Mon Amour, qui animera les échanges de ce soir. Avant de lui passer la main, je laisse la parole à Christiane Bouchard, vice-présidente de la métropole européenne lilloise, déléguée au plan climat et au développement durable. Merci. Merci beaucoup, Julia. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à Julien Truffin de me permettre d'introduire ce temps de conférence et ces échanges au nom de la métropole européenne de Lille. Alors effectivement, la MEL a soutenu le jardin écologique lillois au titre de son appel à projet qui s'appelle « Mets la transition dans ton quartier », qui changera sûrement de nom parce qu'il n'y a pas que des quartiers, il y a aussi des villes et des villages au niveau de la métropole. En tout cas, appel à projet qui perdurera dans le mandat à venir, donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez des projets d'initiative collective et citoyenne, on pourra vous accompagner. Appel à projet qui a soutenu une centaine de projets depuis 2016, à hauteur de 500 000 €, ce qui est quand même aussi assez significatif. Et surtout, ce qui est important, c'est la volonté de soutenir des projets émergents de transition écologique, et pour que ceux-ci s'inscrivent là aussi durablement dans le paysage métropolitain. Et parmi ces projets, plusieurs d'entre eux ont à cœur justement de préserver et de conquérir la biodiversité, fortement malmenée, il faut le dire, dans nos paysages urbains, avec un peu un dénominateur commun qui est de rapprocher l'habitant de la biodiversité, de lui fournir aussi cette possibilité d'un contact avec la nature, avec toutes les émotions et le bien-être que cela procure, et bien sûr de développer la biodiversité. On a eu d'ailleurs quelques exemples avec le monde HLM de biodiversité en pied d'immeuble qui sont assez intéressants. Et puis au bout d'une année ou 2 années de mise en œuvre, on voit bien aujourd'hui cette réconciliation entre l'homme, l'habitant, l'enfant et la nature. Donc je formule le vœu que ces petits îlots, effectivement, de biodiversité, eh bien, deviennent progressivement de vrais écosystèmes. En tout cas, c'est le sens de l'appel à projet. On sait aussi que dans nos villes, qui sont peut-être un peu moins exposées aux pesticides que d'autres territoires, l'opportunité de devenir de nouvelles terres d'accueil de la biodiversité est importante, et je pense que c'est une opportunité sans précédent, à la fois sur les aspects de résilience de nos territoires. Ici, à Lille, on a à la fois des problèmes d'îlots de chaleur, des problèmes de ruissellement, des problèmes d'inondation, des problèmes de polluants de l'air. Et je pense que c'est autant de phénomènes contre lesquels on peut lutter en redonnant à la place, beaucoup de place à la nature en ville, et notamment à la place de l'arbre, qui à mon avis est aussi incontournable. Mais on verra aussi que dans les exemples lillois, il y a des choses aussi qui
commence à bouger. À Lille, on a 50% d'enfants qui ne partent pas en vacances et donc leur quotidien, chaque jour, constitué presque uniquement que de l'espace urbain. Donc la question aujourd'hui, c'est sommes-nous prêts à faire marche arrière et à réintégrer la biodiversité dans nos territoires, à faire de nos villes des vrais territoires de biodiversité positive? Comment sommes-nous prêts collectivement à tourner la page d'une dizaine d'années où nous avons confondu aussi vert et nature, à intégrer beaucoup plus le besoin de nature de nos habitants dans notre manière de faire la ville ou de faire la métropole? Je pense que c'est un véritable enjeu. Et je pense aussi qu'il faut cesser d'opposer à la fois l'usage des sols et de faire coexister aussi une nature à la fois sauvage, des espaces verts où l'on se retrouve, où l'on joue, où l'on respire, où l'on échange aussi avec ses voisins. Et donc je pense qu'il est aussi important d'éviter d'avoir une vision utilisatrice de la nature. Alors l'Anthropocène nous met face, je pense, à un grand défi que nous avons aussi à assumer, celui de remettre en question et de remettre l'homme au cœur des écosystèmes, celui de faire des Lillois et des municipalités des artisans de la nature pour reconstruire notre rapport à la nature et à nos sols, là aussi, que ce soit dans les espaces publics, mais aussi dans nos rues, dans nos bâtiments, pour qu'ils soient des véritables hôtes de la biodiversité, et là aussi de permettre à ce que tout habitant ait un espace de nature près de chez lui. Je pense que vu l'urgence, on n'y arrivera que si on construit un nouveau contrat social, là aussi, avec les habitants au cœur de ce contrat social. Voilà, je vous souhaite, et je nous souhaite, une bonne soirée. Merci à vous, M. Bouchard. Voilà, ça nous donnera effectivement un de plus. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous, qui est un morceau de nature. Vous qui êtes un petit morceau de biodiversité, et donc ça, il faut jamais évidemment complètement l'oublier, parce que l'homme, dans sa grande magnificence, est parti sur un merveilleux écueil en se disant c'est formidable, on a réussi à s'extraire de la nature. Est-ce que l'on extrait les nuages du ciel? Est-ce que l'on s'extrait nous-mêmes de notre propre corps? A priori, non. Donc c'est tout ça qu'effectivement qu'il faut remettre, et puis aussi, dans ce que je viens de dire, mais peu importe, c'est complémentaire, se rappelle de bons souvenirs. C'est-à-dire qu'on est en train de toucher effectivement quelques petites limites planétaires. On a déréglé le thermostat de la planète. Donc quel monde on va vous laisser à vous les jeunes, parce que c'est quand même pas de la tarte et vous avez le droit de nous en vouloir aussi. Et puis aussi, qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que vous avez une femme merveilleuse qui était Hannah Arendt. Alors elle n'était pas sur l'écologie, c'était pas forcément son truc à l'époque. Enfin, elle disait « seule l'action nous sauve ». Donc on va essayer de voir effectivement comment on peut faire et comment de nouveau donc faire société avec la nature. Moi, depuis des années, avec mon grand ami Jean-Marie Pelt, on disait que c'est Au Demois d'amour, c'était une émission qui essayait de relier les hommes à la nature. Ben, c'est ça, faire société avec la nature, c'est ça aujourd'hui. Donc on va redécouvrir l'eau tiède, on va réinventer la roue, ce que faisaient absolument nos anciens, c'était ça. Alors c'est vrai qu'il a fallu lutter, parce que la nature était extrêmement dominante, donc on a construit des digues, on a essayé de se calfeutrer donc les uns les autres, et puis aujourd'hui, ça va être aussi un petit peu l'inverse. Qu'est-ce que l'on peut faire effectivement pour retrouver un équilibre et remettre le balancier à sa juste place? Donc pour en parler, Jean-Marc Besse, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'école des hautes études, et aussi directeur de la revue Les Carnets du paysage, Lise Dalleux, qui est la 3e adjointe au maire de Lille, qui est déléguée au développement durable et à la nature en ville, Marc Dufumier, qui est agronome, professeur émérite à l'Agro-ParisTech et qui a sorti un très bon ouvrage, L'agroécologie peut nous sauver. Ce qui veut dire qu'on ne va pas essayer de se désespérer complètement. Si vous étiez totalement traumatisé, vous ne seriez pas là ce soir. Hein, on est bien d'accord, vous regarderiez le journal de TF1. Bon, donc, ce qui ne va peut-être pas vous monter totalement le moral. Enfin, ça c'est encore une autre affaire. On va dire que je suis parti pris. Florent Lamiro, écologue, aussi depuis de très nombreuses années, qui a une amie personnelle qui est la Deule. Il a filmé de partout, il a trouvé des choses incroyables, des éponges, des silures, peut-être pas des silures. Si, il y a des silures, oh la vache, moi je savais pas qu'il y avait des silures. Et puis Julien Truglas, on prononce le S ou pas, Julien? Comme je suis moi dans le milieu, on prononce tout. Allez, donc Truglas, parfait. Architecte paysagiste et cofondateur du collectif citoyen.
Lorsque l'on parle donc sur ce thème, faire société avec la nature, vous avez très bien fait de parler effectivement de l'anthropocène. Ça aussi, c'est un mot qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps dans le vocabulaire. Vous savez pas du tout ce que c'était. Hein. On a eu des mots très intéressants. Et puis après, je vous passe la parole. On a eu développement durable. Alors, développement durable, ça arrive en 1987. Bon, le seul problème, c'est que l'être humain, il a compris développement durable, il n'a pas percuté. Il y a dit développement soutenable. Ouais, non, on va quand même garder développement. Après, on a eu décroissance. Ça fout la trouille à tout le monde, la décroissance. Ça ne marche pas. Je veux dire que je comprends très bien l'idée, mais ça ne marche pas. Les gens, ils ont peur. Décroissance. Pierre Rabhi nous a sorti la sobriété heureuse. Vous voyez, on renverse le truc, c'est la même chose, mais c'est évidemment beaucoup plus positif. Maintenant, on n'est plus trop, enfin, on est moins dans le développement durable, on est dans la transition écologique. On a du mal. On a du mal, mais on est là-dedans. Et puis donc d'autres mots sont arrivés, donc les mots de résilience que vous avez tout à fait employé tout à l'heure, donc Christiane. Puis le mot d'effondrement, ça s'est arrivé il y a 3 ans, à peu près, pas plus. Donc dans le vocabulaire, avec nos chers collapsologues, et Pablo Servigne. C'est marrant parce qu'il ressemble à la fois à Jésus et à Che Guevara à la fin de sa vie, vous voyez, donc un côté un peu profond. Moi je l'aime beaucoup, hein, par ailleurs, c'est pas le problème. Donc ce qui veut dire qu'eux, ils ont acté en fait la suite, les fameux effondrements, et qu'est-ce qu'on fait après pour essayer de se dépatouiller avec ça? Bon. Faire société avec la nature. Allez, on va peut-être commencer avec vous, Jean-Marc Bess. Moi j'ai envie de commencer avec vous. Allez, prenez le micro, vous en avez un, vous voyez comment on fait, parce que là, il faut être à genoux devant le... si, c'est peut-être possible de le prendre, mais sinon vous le prenez à la main. C'est bon, ça va. Ouais, ça va aller. Vous êtes un homme des paysages, je le disais, directeur de cette excellente revue, donc les carnets du paysage. Et alors, voilà, on va commencer par ça, par cette notion du paysage. Alors peut-être que le paysage, pour donner une définition, alors très très modeste, hein, c'est à la fois la résultante, on va dire, de la géographie, de la culture, du travail des hommes et du climat. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ces paysages? Voilà. Comment on peut rentrer donc avec faire société avec la nature et aussi donc avec les paysages? Ça marche. Ouais, mais allez-y. Est-ce qu'on peut le mettre un petit peu plus fort peut-être ce micro? Le micro qui est là, parce que le mien il est très dynamique et le celui il est un peu moins. J'aimerais bien que les gens soient à peu près à la même hauteur. Est-ce que. Ouais. Bah, je sais pas, oui, on va essayer, Jean-Marc. Allez, essayez. Ouais. Faire société avec la nature, c'est précisément, à mes yeux, le paysage. Voilà, au sens précisément comme on venait de le rappeler. Comme l'ont dit finalement beaucoup de géographes, beaucoup d'historiens, d'anthropologues. Qu'est-ce que c'est que le paysage? Sinon la manifestation la plus immédiate, mais aussi parfois la plus indirecte, de l'histoire humaine. C'est la façon dont les sociétés humaines se sont organisées, installées, ont travaillé, ont habité de manière générale. Voyez, donc, je pense que par rapport à un thème comme ça, faire société avec la nature, la question du paysage est une question absolument centrale. Par rapport à cette question de, mettons, penser l'écologie, penser l'écologie politique, pourquoi pas, ou penser l'articulation entre des problèmes écologiques et des problèmes, mettons, sociopolitiques, hein, la question du paysage est absolument centrale, à condition qu'on l'envisage le paysage pas simplement comme une belle image, un décor, comme ça a souvent été le cas, hein, comme quelque chose de pittoresque, hein, comme quelque chose même éventuellement qui pourrait relever du marketing territorial. Hein, à condition aussi qu'on envisage le paysage autrement que, ou pas simplement que comme un objet. Un objet plus ou moins épais, matériel qu'on va transformer, dont on pourrait éventuellement dégager les lois internes, etc. L'approche technique, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante s'agissant du paysage. Hein. Le point, me semble-t-il, hein, s'agissant du paysage, c'est que le paysage, c'est un réservoir, mettons, de sens, de sensibilité, pour être plus exact. Hein. Le paysage, c'est précisément nos cadres de vie les plus immédiats. C'est là que les gens vivent. C'est ce que disait Madame tout à l'heure. C'est au pied des immeubles que ça commence. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Faire société avec la nature, c'est-à-dire, précisément, avoir prêté attention à nos paysages les plus ordinaires, les plus quotidiens, pas forcément exceptionnels, ils peuvent l'être, mais ils sont d'abord ceux dans lesquels nous vivons au quotidien, individuellement et collectivement.
Donc, tout à l'heure, je disais effectivement que c'était aussi la résultante du travail des hommes, ce qui veut dire qu'un paysage peut être une catastrophe totale. Alors, je sais bien que la notion de beau, de pas beau, c'est très très subjectif, mais enfin, quand même, on se met d'accord sur 2-3 petites choses. Et aussi, ça peut être complètement sublime. Aujourd'hui, quel constat vous faites, justement, quand on parle de cette nature? On va prendre le mot de nature, qui est moins techno que celui de biodiversité. La biodiversité, on va dire, c'est l'ensemble du vivant. La nature, c'est l'ensemble du vivant, plus, on va dire, les roches, les cailloux, qui a priori ne bougent pas et parlent très très peu. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble de la nature. Et dans cette nature, vous avez la biodiversité. Quel constat vous faites justement par rapport peut-être à nos contemporains, puisqu'on essaye de ravauder, pour prendre un mot de vieux français qu'utilisait ma grand-mère, c'est-à-dire recoudre maintenant donc, du vivant avec l'homme. Qu'est-ce que vous constatez? Quelles pourraient être les pistes pour justement recoudre cela? On dit faire société avec la nature. Les pistes, elles sont pas nombreuses, elles sont effectivement, et je pense que les voisins en parleront longuement, elles sont d'abord, je pense, qu'on pourrait poser un principe d'action. Vous évoquiez Hannah Arendt, l'action, effectivement. Mais ce que dit Hannah Arendt dans un ouvrage fondamental qui s'appelle La condition de l'homme moderne, dès le début, c'est que la condition humaine, c'est une condition d'être terrestre. Et que la nature en question, notre nature, la nature à laquelle nous avons affaire, avec laquelle nous vivons, c'est d'abord une nature, alors qui n'est pas simplement terrestre ou terrienne, si vous voulez, mais qui offre, et le mot, je pense, il est important, et peut-être mes voisins le reprendront, c'est la question du sol, c'est la question des sols. Et agir, certes, mais agir en prenant conscience du fait que nous sommes des êtres terrestres, c'est peut-être une formule un peu métaphysique, mais elle a du sens, c'est-à-dire que nous vivons sur des, reprenons la même formule, de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus immédiate, nous vivons sur des sols qui sont plus ou moins artificialisés, plus ou moins imperméables, par exemple, plus ou moins, etc. etc. Là où nous vivons, et on parlait de paysage il y a un instant, c'est précisément ce mélange de naturel et d'artificiel qu'on appelle un sol. Et c'est ce point qui me semble important, agir avec ou par rapport à la nature. D'abord agir avec les sols, c'est agir avec les vivants, c'est agir avec les autres, on l'a dit tout à l'heure. Les choses, il ne s'agit pas d'être trop compliqué dans l'élaboration, les choses, nous les savons, je pense. Je pense qu'on pense que... Alors ça justement, parce que tout à l'heure on va pouvoir parler du permis de végétaliser, qui sont une suite de gestes tout à fait intéressants qui se passent à Lille ou ailleurs. Mais évidemment le mot de sol fait rebondir immédiatement Marc Dufumier à Grenoble, puisque donc cette agriculture où on a tenu compte des sols pendant des milliers d'années, pardon, pas des millions d'années, existait. On avait un rapport, je dirais, très très ancré, quoi, labourage, pâturage, bon, etc. Et puis, on a eu une agriculture, donc, après, donc, dès que la chimie s'en est emparée, qui est devenue hors sol. C'est-à-dire que le sol était un support de plantes et rien de plus. Bon. Et aujourd'hui, eh ben, effectivement, ce que vous dites très justement, Jean-Marc, c'est qu'on vit un peu hors sol. Donc il va falloir se relier, et là, c'est important, effectivement, de parler d'agriculture avec vous, Marc, parce que donc, 52% aujourd'hui des territoires, et donc de nos paysages aussi, sont gérés par l'agriculture. Il y a le meilleur, il y a le pire. Nos agriculteurs, on ne va pas leur jeter la pierre, effectivement, il fallait nourrir la France à la sortie de la guerre. Bon. Il a fallu recycler aussi quelques petites usines, on va dire, qui fabriquaient quand même des matières premières pour l'armement, et puis là, on s'est dit, tiens, ça peut être très très bon pour les sols. Puis on a eu le plan Marshall aussi, donc, qui est arrivé. Donc moi, je jette jamais la pierre à nos anciens, je sais que Marc non plus, simplement on hérite d'une situation. Et aujourd'hui, faisons le point sur cette situation et comment, là aussi, directement ou indirectement, faire donc de nouveau citoyenneté avec la nature, nous à notre niveau, qui sommes 70% d'urbains, en parlant d'agriculture. Oui, mais écoutez, on peut commencer par un paysage, le bocage. Mais ça n'a rien de naturel. Enfin, ça n'a rien de naturel. Oui, il y a de la nature, mais soyons clairs, c'est un écosystème qui est artificialisé. Et j'ai jamais vu personne s'insurger en disant que là, l'homme, avec la nature, avait été incapable. On nous dit c'est à la fois productif, on nous dit parfois que c'est durable. Ça a même permis l'émergence de nouvelles biodiversités domestiques, de nouvelles biodiversités sauvages. Mais c'était génial, le bocage.
ça a permis l'accroissement de la densité de population, et ça ne portait pas préjudice aux générations d'après. Alors si vous voulez, je vous raconte la rizière. Pourquoi l'Asie est si surpeuplée aujourd'hui? Enfin, elle nous paraît si densément peuplée aujourd'hui. Alors la rizière, l'homme ne serait pas intervenu, que ce serait un marais. Le bocage, si l'homme ne serait pas intervenu, ce serait une forêt, ce serait une lande. Mais alors la rizière, alors je vous raconte pas, si l'Asie est si densément peuplée, c'est que très tôt, très très tôt, l'humanité a su inventer ce truc-là, dans lequel on découvre, il y a du riz, mais il y a aussi du poisson, il y a des grenouilles, il y a des crabes, il y a des canards, il y a des protéines, il y a des cyanobactéries qui fixent de l'air, fertilisent le riz, ouh là 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 là, ouh. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que pendant longtemps, l'Asie a pu se peupler tout en préservant ses forêts naturelles. Parce que justement, s'installant dans les bas-fonds et aménageant ces bas-fonds, voilà que les gens ont pu éviter de continuer la bâtie-brûlie, la déforestation archaïque, etc. C'est maintenant qu'on est en train de détruire la forêt, parce qu'il faut des palmiers à huile pour faire de l'agrodiesel, parce qu'on circule en voiture et voyageant en avion. 75% aujourd'hui quand même de l'huile de palme, elle va dans nos réservoirs. Que vous le vouliez ou non, quand vous prenez votre essence, vous avez 7%, 7 à 8% de toute façon d'huile de palme qui est dedans. On ne peut rien y faire là. Enfin, je veux dire, on ne peut rien y faire. Si, vous pouvez faire autre chose, mais je veux dire, de prendre du meilleur. Enfin, la réalité, c'est là. Et là, ça a rigolé au point total. Heureusement, il y a eu une deuxième vote de députés, quand même, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même gentiment déconné, en mettant le statut d'agrocarburant, donc à l'huile de palme, qui est tout sauf un agrocarburant. Je vous en prie, Marc. Oui, donc voilà, au moins dans l'histoire de l'humanité, on a vu des endroits où ces hommes, ces femmes, ont pu aménager des écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, même s'il y a beaucoup de biologie, il y a de la biodiversité à l'intérieur de ces écosystèmes agricoles, ces agro-écosystèmes, et ça a permis une densification de la population, et c'était sans préjudice pour les générations d'après. Alors par contre, il y a des formes d'agriculture, et c'est malheureusement une forme d'agriculture inspirée de l'industrie, que je qualifierais volontiers d'agriculture industrielle, qui, soit pour produire au moindre coût et massivement, soit pour le taux de profit de ceux qui investissent dans cette activité, je parle pour les gens qui ont du capital et investissent éventuellement là-dedans. Alors là, effectivement, aujourd'hui, il y a des formes d'agriculture industrielle qui, pour produire massivement, se sont spécialisés, ont utilisé un nombre minimum de variétés, capables de donner de hauts rendements, des gourmands en engrais, sensibles aux insectes, il faut les protéger, on met des insecticides, des acaricides, des nématicides, des herbicides, des fongicides, des produits ancides, et puis du coup il y a des mutants résistants à ces produits qui prolifèrent, et alors on met une deuxième molécule de pesticides, nématicides, etc. Et là, il y a urgence, vous avez compris. Ces écosystèmes extrêmement simplifiés sont des écosystèmes considérablement fragilisés. Et là, effectivement, il y a urgence de faire demi-tour, marche arrière. C'est un terme que j'évite parce que les gens voient, c'est bien que je dise, il faut remettre des pommiers dans la prairie, il faut réembocager le paysage, il faut remettre les animaux sur la paille, l'animal, fabriquer du fumier, ça va permettre d'enrichir le taux d'humus. Moi, il m'arrive très fréquemment de dire on va c'est pas un retour en arrière, mais culture moderne de demain, mais sachez-le, que quand même inspiré de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, qui ont sélectionné pendant des siècles des variétés qui toléraient la présence de ces ravageurs, on n'était pas obligé de les éradiquer. On dit des variétés tolérantes, un peine de poils pour éviter les insectes piqueurs suceurs, comme ça. Imaginez que vous vouliez piquer, si c'est la sève d'une plante, s'il y a des poils qui vous empêchent, vous n'y arrivez pas. Si vous êtes papillon, vous déposez votre œuf sur une plante, si la feuille est cirée, hop, l'œuf tombe à terre, il n'y aura pas de larve sur la feuille. Donc, et tout ça aujourd'hui, la science, y compris l'agroécologie scientifique, c'est-à-dire les écologues des écosystèmes aménagés, vous démontrent que, oh là là, il peut y avoir des champignons mycorhiziens qui peuvent vous être très utiles, ça s'inclut dans la racine de la plante, ça développe un mycélium extrêmement fin, ça va aller chercher des éléments minéraux qui sont coincés dans les feuilles, entre les feuilles d'argile, ça peut les restituer à la plante. Bref, il y a quand même des moyens de nourrir les plantes autrement qu'avec les engrais azotés de synthèse. Il y a des légumineuses qui font ça très bien. Les engrais azotés de synthèse, c'est coûteux en énergie fossile, c'est très émetteur de protoxyde d'azote, et ça, c'est désuet. Mais ça veut donc dire que c'est réversible aujourd'hui, même si on a poussé, on dit qu'on a à peu près 25% de nos sols, qui sont morts. Un sol n'est jamais complètement mort, en tout cas fortement dégradé, ça c'est sûr. Mais ce que l'on entend, c'est que ça peut être possible, parce que notre nature, jusqu'à un certain point, elle est quand même bonne mère, quoi. Si on lui fout la paix, ou bien si on, de nouveau, on retravaille sur ce que vous êtes en train de dire,
elle peut repartir. Alors la réponse est catégoriquement oui sur le plan technique. Alors reconstituer un taux d'humus, ça amène du temps, hein. Il faut être très clair. Ressusciter des abeilles, parce que quand on dit sol et terrestre, terrestre, c'est plutôt terroir, territoire, mais moi on m'a enseigné la fertilité des sols hein, quand je faisais mes études en agronomie. Aujourd'hui, le concept de fertilité, vous pouvez l'étendre à ces écosystèmes agricoles. La principale menace aujourd'hui, c'est évidemment l'humus des sols, des vers des terres, mais c'est aussi l'effondrement des abeilles. Et puis la surmortalité des coccinelles qui ne vont plus s'attaquer aux pucerons. Donc prenez la terre comme un écosystème hein, dans lequel, n'oubliez pas que l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation qui vient du soleil, pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. 4 milliards et demi encore d'années. Les légumineuses et les protéines, il faut rajouter de l'azote, 79% d'azote dans l'air. Il n'y a pas de pénurie avant des siècles. Le carbone, c'est-à-dire les hydrates de carbone, le sucre, l'amidon, les lipides, vous savez, notre énergie alimentaire. Le carbone, la plante le trouve dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Il n'y a pas de pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère. Hein. Non, y compris si les agriculteurs pouvaient en faire un usage intensif, la plante prendrait le carbone, libérerait l'oxygène, ça n'a jamais fait mal à nos poumons, fabriquerait du sucre, de l'amidon, des lipides, peut-être même des pailles, des racines, et quand ça se décompose, ça fabrique de l'humus, on séquestre du carbone dans les sols. Alors moi je suis pour l'agriculture intensive, hein. Faire l'usage intensif des rayons du soleil, faire l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique, faire l'usage intensif de l'azote de l'air, de tout ce qui ne coûte rien, et renouvelable ou pléthorique, je suis pour. Alors, on touche évidemment maintenant à des intérêts, on va dire, financiers ou faire société avec la nature tel qu'on essaie de le développer pas à pas donc ce soir, ça touche vraiment frontalement des intérêts quand même très forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une coopérative, déjà vous êtes à la fois client et fournisseur, donc cherchez l'erreur, voilà. Et on vous donne aussi donc le kit du parfait petit chimiste. C'est-à-dire qu'on a transformé en l'espace de 50 ans un paysan donc habitant le pays d'agriculteur à chimiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, voyons le côté positif, le citoyen que nous sommes les uns et les autres commence à voter quand même aussi avec sa carte bleue et dit, ce truc-là, on n'en veut pas. C'était impensable encore il y a 10 ans d'avoir des gens qui allaient se rebeller dans des communes en disant, je passe un décret comme maire pour refuser d'avoir un épandage de pesticides à moins de temps de mètres des différentes habitations. Qu'est-ce qui vous semble intéressant quand même aujourd'hui? Puisque je dirais qu'on a un petit peu peut-être touché le fond, mais est-ce que vous voyez, vous quand même, dans les différents organismes, dans le syndicat majoritaire, dans lequel la FNSEA, etc., mais est-ce que vous voyez quand même la prise de conscience incontestable qu'elle y est? Mais comment on fait pour se désengluer de ce système aujourd'hui? Alors effectivement, dans l'agriculture industrielle, c'était l'idée de produire massivement, au moindre coût monétaire, et maximiser le taux de profit des gens en amont, ceux qui vendent des variétés, des semences, ceux qui vendent des pesticides, et en aval, l'agro-industrie, quand vous robotisez vos processus de transformation des produits agricoles, même un atelier de canard, hein, un atelier de découpe, vous comprenez, tout l'atelier est robotisé. Les canards, ils arrivent, et hop, c'est à la chaîne, ils sont ébouillantés, plumés, épilés, éventrés, éviscérés, découpés, mis en sachet. Et ça donne une chanson, la danse des canards d'ailleurs. La danse des canards, c'est ça. Et je peux vous assurer qu'un industriel, si le paysan arrive avec 10 canards, un petit, un gros, un poilu, un velu, le premier on lui retire les plumes, il sait déjà, l'autre on les vend, il a encore des plumes, insupportable. Donc, matière première agricole, minerai avec l'Hispangero, qu'on avait réussi à mettre du cheval dans des bœufs, je me souviens, il avait dit on s'est trompé de minerai. Donc, en fait, les industriels demandent aux agriculteurs une matière première agricole, bauxite, quoi. Ils robotisent le processus, ils veulent conquérir des parts de marché et produire massivement au moindre coût monétaire. Sauf qu'aujourd'hui, on découvre que le lait pas cher nous coûte très cher, on paye des impôts pour attirer les algues vertes, que le pain pas cher nous coûte très cher, on paye très cher l'eau potable pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, et puis je peux vous en citer des cas. Les coûts ne sont pas dans le prix du produit, ils sont dans les coûts sanitaires, des coûts environnementaux. Dans un compte d'exploitation d'une ferme, sur la colonne de droite, on met les produits, les recettes. Sur la colonne de gauche, on met les dépenses et les pertes. Il y a 2 veaux qui meurent, on n'avait pas oublié de mettre dans la colonne de gauche les 2 veaux qui sont morts. Mais le taux d'humus diminue, l'effondrement des abeilles, moins d'abeilles, on n'a jamais comptabilisé ça. Alors, la pensée moderne aujourd'hui, c'est de dire on arrête ça. Il y a trop de coûts qui ne sont pas dans le prix du produit,
mais n'empêche que c'est très coûteux. Et puis alors, glyphosate contre ces lésions probables, c'est quand même probable, c'est-à-dire que c'est quand même démontré que la jeune génération, c'est-à-dire ici bien représentée, on vous prédit quand même une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, qui, quand moi j'étais fœtus, n'étaient pas exposés à ça, ni quand j'étais jeune. Alors, la pensée aujourd'hui, très clairement dans mon pays, c'est effectivement, pour des raisons sanitaires, pour des raisons environnementales, pour des raisons éthiques, vous avez des gens, effectivement, qui sont prêts à acheter un peu plus cher leur produit, un produit artisanal, c'est-à-dire souvent labellisé. Il faut avoir confiance, parfois il y a une certification par un tiers parti, c'est les vertueux qui payent. Mais oui, vous avez un mouvement aujourd'hui très réel, à la fois des consommateurs, la croissance des produits bio, ça croît, c'est une croissance à 2 chiffres tous les ans, et depuis une bonne 5-6 ans. On a vu 8,5 milliards de chiffre d'affaires maintenant, on était à 2 milliards il n'y a pas longtemps. Ça progresse, j'observe aussi qu'il y a des gens qui prêchent de plus en plus équitable, donc deuxième certification, vous vérifiez effectivement que le surcoût ici est bien répercuté chez les gens qui vendent leurs produits avec une rémunération correcte. Oui, il y a quand même un mouvement en ce moment qui est en train de se dessiner, qui va vers d'autres formes d'agriculture, mais l'idée, moi j'entends chez nos politiques parfois quand j'évoque ça, je dis on est en train de perdre des parts de marché en France pour les produits bio, puisqu'on est en train encore de défendre à la France des mines terroirs des produits bas de gamme. Bon alors, les gens me disent, bah oui, mais écoutez, oui, il y a un marché pour le bio, pour ceux qui ont le pouvoir d'achat, et puis pour les pauvres, il faut bien continuer une production de base. Le bio pour les bourgeois bohèmes, les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi pas. Je vous le dis tout de suite. Donc là, on va devoir quand même. Il y a des formes d'agriculture qui montrent qu'autre chose est possible, qu'on peut éviter l'effondrement au moins pour la partie agricole, qu'on peut même atténuer le réchauffement climatique, qu'on peut s'atténuer, on peut s'adapter aux dérèglements climatiques. Les solutions techniques existent. Mais par contre, ce n'est pas la seule démonstration des producteurs bio et de quelques consommateurs équitables. Un jour, il faudra qu'il y ait un relais politique, changer les accords internationaux, que le commerce mondial devienne plus équitable, et que les agriculteurs, qui sont peut-être pas encore en bio, mais qui sont dans une démarche de progrès, puissent être rémunérés pour leurs services environnementaux. C'est ça. Ça va être la nouveauté. Et c'est pour ça que c'est très important, les discussions qui vont se passer à la PAC. Là, la PAC va être moins importante pour la France et d'une manière générale ou pour l'Union européenne. Donc vous avez un pilier numéro 1 qui est productiviste, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'hectares que vous possédez, eh bien, vous avez donc une rémunération et vous avez certains agriculteurs, c'est pas la majorité, mais à la limite, il suffit qu'ils touchent la PAC et ça va très très bien pour eux, même s'ils ne vendent même pas leur moisson. Bon, en général, ils la vendent quand même. Puis vous avez ce deuxième pilier, et c'est là qu'il faut quand même agir, parce que là on est dans le politique pur et dur, la Marc. On peut faire de tous les gestes que l'on veut, mais si on continue ce même système dément qui nous envoie quand même gentiment dans le mur, ça va être compliqué. Donc, est-ce qu'on peut agir les uns les autres sur ces foutus pactes? Oui. Alors, c'est hautement politique, hein, clair, les accords commerciaux, la réforme de la politique agricole commune. Là, j'aimerais d'ailleurs qu'on reparte d'un texte qui ne soit pas celui préparé par l'ancienne commission et qu'on redémarre de zéro. Y compris pour moi, l'idée d'avoir 2 piliers, je pense qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul. On peut éventuellement envisager des subventions à l'agriculture bio, mais pour la restauration collective, hein, puisque justement c'est à cet usage, école, collège, lycée, que le dérèglement de hormones endocrines par les produits pesticides s'effectue, et ça se traduit par l'espérance de vie moindre après. Donc tout bio dans les cantines, sans que le surcoût soit imputable aux parents d'élèves ni aux impôts locaux. Bon, on pourra parler de ce qu'on appelle les subventions. Ça passe éventuellement par les collectivités territoriales qui disent aux agriculteurs du coin, on vous achète localement, on s'apprête dans les 6 ans qui viennent à vous acheter un volume croissant de produits bio à un prix rémunérateur. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord? Moi je pense que beaucoup de gens seraient d'accord. Et c'est plus des aides, ils seraient rémunérés en échange d'un bon produit. Allez, un quart des subventions de la politique agricole commune suffirait pour que tous les repas dans la restauration collective, j'ai pas oublié les restaurants d'entreprise fréquentés par les couches modestes, et les EHPAD, parce que je le lis un peu plus. Et je veux manger bio quand j'aurais perdu la mémoire. C'est ça. Mais, voilà. Et donc on se donne 6 ans pour la transition, parce que c'est une révolution, voilà, l'école technique, mais c'est une transition, il faut l'adhésion d'immense majorité, mais on les rémunère et c'est pas des mendiants. Le reste, on paye des services environnementaux. Ici, vous séquestrez du carbone avec ces techniques-là, dites-moi quel prix. Ok, je vous paye par la voie contractuelle. Vous mettez des légumineuses, vous fixez l'azote par la voie biologique, ça nous évite d'importer du gaz naturel russe pour éviter des engrais azotés de synthèse très émetteurs de protoxyde d'azote, ça nous évite des importations de soja pour nourrir nos cochons
précisément, on va mettre des luzernes, on va mettre des légumineuses à la place du soja. Bon, bah écoutez, c'est un service d'intérêt général. Dites-moi à quel prix, je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques, vous hébergez des abeilles, vous hébergez des coccinelles, vous hébergez des mésanges pour s'attaquer à la rapocap, les carabins pour s'attaquer aux limaces, ça nous évite des pesticides. Mais dites-moi à quel prix vous êtes prêt à faire ça? À ce prix-là, top là, je vous paye. Et c'est terminé, les agriculteurs mendiants qui demandent des aides, sachant que ces aides sont inégalement distribuées, comme tu l'as dit, ici à l'hectare, avec des gros personnes plus. Non, ce serait les paysans droit dans leur boîte, ils nous font un bon produit, c'est le consommateur qui paye, ils nous rendent un service d'intérêt général, bah écoutez, c'est le contribuable, on n'est pas obligé de payer plus d'impôts, c'est des impôts qu'on paye déjà, mais sinon on n'a pas compris, voilà. Là, il y a des mots qui ont résonné chez vous, Jean-Albert, donc prenez le micro, parce que tout à l'heure on a parlé de santé. C'est très net, hein. Je veux dire qu'on sait ce qu'il y a dans l'assiette, après on le récupère donc, les uns les autres, c'est formidable. Santé, paysage, peut-être que vous vouliez partir là-dessus, mais ou bien vous avez envie de rebondir sur ce que disait Marc. On pourrait parler de la santé, je vais y revenir dans un instant, mais effectivement, pour prolonger un peu le propos, il y a un terme finalement qui me semble être, enfin qui n'a pas été prononcé, mais qui me semble être dans le prolongement de tout ce qui vient d'être dit, c'est le mot, tout simplement, l'expression de bien commun. Simplement. C'est la réflexion sur le bien commun ou sur les biens communs. Et la réflexion que vous évoquez, l'un et l'autre, montre bien que cette modification, cette transformation, non seulement de la relation que nous entretenons avec la nature, mais de la conception même de la nature, c'est pas simplement une transformation en termes, je dirais, scientifiques, techniques, c'est très important, et ni même économique. C'est aussi politique, voire morale. La notion de bien commun, elle est essentielle de ce point de vue-là. Un petit détour, si vous voulez bien. Là, les juristes et philosophes italiens qui, depuis de nombreuses années, en Italie, réfléchissent autour de cette notion et ont proposé, dans une commission qui a été célèbre, qui était la commission Rodotà, ont proposé justement d'introduire la notion de bien commun dans la Constitution italienne. Eh bien, lorsqu'ils ont abordé cette notion de bien commun, lorsqu'ils l'ont développée, alors je passe l'ensemble des contenus, qui étaient des objets, entre guillemets, qui étaient désignés par cette notion de bien commun. Et il y avait principalement des éléments naturels et des éléments paysagers. Eh bien, il y avait aussi cette idée fondamentale que la notion de bien commun, elle renvoie à des droits fondamentaux de la personne humaine. Le droit, tout simplement, au développement personnel. Le droit, également, donc, à la santé. Et je crois qu'il faut véritablement considérer la santé pas simplement comme un problème, je dirais, économique, ou un problème scientifique, ou un problème personnel, c'est précisément également un problème social, voire anthropologique, un problème social, qui met en jeu aussi nos manières de produire, nos manières d'habiter, mais qui a comme enjeu, effectivement, tout simplement ce que nous sommes, ce que nous pouvons être. La question de la santé est une question essentielle pour la compréhension et pour l'action vis-à-vis de ce que nous appelons nature aujourd'hui. C'est fameux gouvernance, donc ces fameux biens communs que vous évoquez à juste titre. Comment faire dans une société à la fois qui a le sens du foncier, de la propriété privée, pour essayer de décloisonner donc un petit peu ça? Ça veut dire deux choses, précisément, justement, qu'il faut peut-être desserrer au minimum ce dogme de la propriété privée exclusive, enfin, telle qu'elle est définie par le Code civil français. Depuis la Révolution. Qu'il faut reconnaître aussi la légitimité de... Alors, je ne veux pas parler de propriété collective, c'est pas la question. C'est la question d'un usage commun d'un certain nombre de territoires à différentes échelles. On a différents exemples. On ne va pas parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on peut tout simplement parler aussi de jardins collectifs, de jardins tels qu'ils sont partagés. Ou, voilà, tout simplement, la question de l'usage va l'emporter sur la considération de la propriété individuelle. C'est cette question du dogme de la propriété individuelle qu'il s'agit d'interroger. Alors Julien Treuglas, ça résonne chez vous. Je le rappelle, donc architecte paysagiste et cofondateur du collectif citoyen, parce que donc le jardin écologique, c'est-à-dire ces 2,5 hectares qui sont donc juste à côté,
terrain de la ville, les fortifications. On n'a pas pu faire venir Vauban parce qu'il était un petit peu pris, mais sinon, on remercie beaucoup d'avoir quand même un petit peu travaillé sur votre citadelle. Mais justement, dans quel état d'esprit on rejoint un petit peu cela, on sent, avec le jardin écologique que vous avez monté? On rejoint totalement cette histoire de collectif, de bien commun, et surtout de langage commun à essayer d'avoir. Parce que le problème, pour revenir sur cette histoire de nature et de faire société, pour la société, il faut déjà avoir ce langage commun, cette intelligence collective, pour dialoguer entre nous. Et dans un simple jardin, avant de commencer sur un territoire et en parlant de problématiques économiques, agricoles et toutes les problématiques environnementales qu'on a, on peut résumer toutes les problématiques dans un simple jardin. Le jardin écologique, d'autres, dans la salle, il y a plein de gens à Lille, c'est un vivier de jardin collectif, partagé, plein de mots comme ça. La clé est vraiment là parce que finalement, on peut faire pousser un radis tout seul, c'est très facile. Allez, pousse, arrose. Le faire pousser à plusieurs, là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que il faut savoir que quelqu'un l'a planté ici, qu'il ne faut pas planter autre chose, il faut l'arroser un peu mais pas trop, il ne faut pas créer un truc. Ça devient tout de suite plus compliqué à plusieurs. Les solutions environnementales, c'est pareil, en majorité, on les a déjà. Gestion des eaux, gestion des déchets, que les paysagistes, justement, essaient de faire comme les écologues, les agronomes, les philosophes, les politiques, tous les corps de métier. C'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble des préoccupations et aussi peut-être des attentes des citoyens. Ça, c'est encore, à mon avis, autre chose. À mon avis, la problématique, justement, elle est un petit peu là. Elle est dans ce cloisonnement des activités. Et comme Julia en parlait tout à l'heure, et je crois vous aussi, cette sorte de transdisciplinarité est assez essentielle, car il ouvre le champ à essayer de fonder ensemble quelque chose. Parce que finalement, la nature, on peut la définir d'un tas de manières. Descola l'explique très bien, en Amazonie, on définit d'une telle sorte, en Ardèche d'une autre, en Pologne d'une autre. La nature, c'est quelque chose de très complexe. Si on la définit, alors nous, en tant qu'architecte paysagiste, c'est notre matière première. On travaille avec, pour la nature, et pour faire société avec la nature. On va créer du lien, justement. La chose est qu'on peut définir la nature comme l'addition de l'environnement et du paysage. C'est-à-dire l'environnement pris comme la somme d'éléments quantifiables, mesurables. Il y a tant d'insectes, tant d'oiseaux, tant de pluviométrie, tant de la structure du soleil comme ça. C'est des données factuelles et objectives. Mais si on le rajoute au paysage, le paysage, c'est un point de vue sur cet environnement. Et là, ce point de vue, tout de suite, c'est un peu plus compliqué parce que chacun a le sien. Même soi-même, au cours d'une journée, on traverse la rue, et on peut voir un paysage et puis le soir en voir un autre. Cette question du point de vue est très importante, additionnée à l'environnement, qui sont des données objectives. Là, ça devient un peu complexe pour essayer de trouver ce langage commun. Et pour trouver ce langage commun, il faut essayer de développer des projets participatifs pour mener vers une gestion collective de ce bien commun qui va du jardin aux terres. Marc Fumier en parlait, c'est complètement logique. La solution, elle est là, quoi, en fait. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi, à un moment, on n'arrive pas à se mettre autour d'une table? On pourrait convenir, tout à l'heure, mais pourquoi on ne se met pas? Et on essaie de trouver le langage commun qui fait qu'on peut y arriver. Ça, dans un jardin, on le voit. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas appris, en fait, tout simplement à travailler en groupe. L'entraide est quelque chose d'inconnu, de très mal vu. Dans la vraie vie, on n'arrive jamais à rien faire seul. Le jardin écologique dont vous parliez, c'est l'histoire d'un collectif d'architectes paysagistes qui se réunit et qui dit non, à ce lieu, il faut faire quelque chose. Il y a un appel à projet de la ville de Lille. On répond et on y va. Et on y va pas à l'ancienne école des architectes paysagistes ou des urbanistes, n'importe quel aménageur. Et on y va. Je prends un peu d'humilité, même si j'en suis fier. On n'est pas les seuls. Le jardin écologique, c'est un projet
atypiques, mais pas uniques. Il y a à Lille des Saprofites, le Coloco, enfin il y a plein de collectifs qui s'organisent et qui expérimentent, parce qu'on n'a pas de recette en fait. On y va un peu au coup par coup, et on y va en avançant. C'est-à-dire que le projet n'est pas linéaire. Le problème pour les architectes paysagistes, c'est que de façon classique, il y a un maître d'ouvrage qui a un programme, qui a un budget, qui fait une commande, qui après, des journalistes et des architectes répondent, après on aménage, après on s'en va, et puis après, la question se pose. Mais la question se pose de vraiment essayer de faire venir du bas et venir du haut pour amener à cette gestion collective des terres, quelle que soit la surface. Mais ce qui est très